تنها شدم آسوده از هوا شدم از بس که خوردم خون دل چون خاک از هوا شدم. Bonjour, chers auditeurs, auditrices derrière l'image. Toujours une heure de cinéma radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation. Et je suis avec Bachir Ben Sadek. Bonjour Ben Bachir. Bonjour Guy. Ma fille, tu seras libre. Troisième long métrage. Après Montréal-la-Blanche, La femme cachée. Deux films explorant déjà les blessures de l'exil et les identités diasporiques, souvent marquées par le silence et la mémoire. Avec Ma fille, tu seras libre, tu passes encore un peu plus loin cette réflexion-là, en adaptant une forme peut-être plus ample, plus près de la tragédie grecque. Parce qu'il y avait, je veux dire, dans Montréal-la-Blanche, un rapport avec le réel, direct. Dans La face cachée, on commençait à voir finalement un peu cet élément, je veux dire, de drame cornélien. Et ici, dans Ma fille, tu seras libre, on est totalement dans l'univers de la tragédie grecque. Est-ce que, c'est pas toi qui écris le scénario, c'est Marie-Vien, quand tu as lu le scénario, tu voyais, je veux dire, déjà dans l'écriture, cette forme tragique où chaque personnage est confronté finalement à des choix déchirants, mais qui l'amènent vers un gouffre total? Absolument. Dès la première lecture que j'ai effectuée un dimanche après-midi sur une terrasse montréalaise, je me suis installé, j'ai commandé une petite boisson et une petite boisson désalcoolisée, je le précise, pour pas être sous influence. Et je me suis rendu jusqu'à la fin du scénario, mais d'une seule traite, comme on lit, on dévore un roman ou une nouvelle, tu sais, et je me suis senti happé, immergé dans ce qui me semblait déjà à la première lecture une tragédie grecque. Et je m'y suis reconnu surtout. C'est que j'ai reconnu les sujets qui m'étaient chers, les thèmes qui m'étaient chers et traités avec brio, je trouvais. Il y a, on peut tout raconter, mais bien sûr, il y a Zarmina, qui est ton personnage principal, une mère afghane qui s'installe à Montréal et qui doit faire face à un pacte conclu dans sa jeunesse, à savoir qu'elle pouvait quitter bien sûr son pays, parce que son père voulait la marier à un vieillard, disons ça de cette façon-là, que sa mère le protégeait, mais le pacte était qu'en échange de sa propre liberté, elle devait donner sa fille à son neveu. Ouais. Et ça se produit 15 ans plus tard. Ce qui m'a énormément marqué, et c'est après en faisant ma recherche que j'ai découvert, c'est que les comédiens sont extrêmement justes, parce que c'est pas facile de jouer, je veux dire, une tragédie, de jouer un drame, puis de pouvoir le transposer à l'écran. Et un des choix que tu as fait, c'est de choisir des comédiens qui sont afghans. Absolument. Et pour moi, je pense que ça, on peut le ressentir. Je pense qu'il y a une compréhension, finalement, d'un univers. Il y a un rapport viscéral à l'univers et à l'histoire, déjà, c'est sûr. Marie-Vien, quand elle écrivait le scénario, elle a été accompagnée à partir de 2021 par une grande dame du cinéma afghan qui s'appelle Sarah Karimi, qui a dirigé l'équivalent de notre ONF là-bas, le Afghan Film Organization, une femme directrice générale d'un organisme de cinéma en Afghanistan. Et elle se rapportait au ministre de la Culture directement, avec ses tatouages et ses tenues affriolantes. Non, pas affriolantes, c'est pas le bon terme, je m'excuse. Avec ses tenues, je dirais, originales. Voilà, affriolant, c'est autre chose. Et donc, Sarah nous a accompagnés. Et l'une des choses sur lesquelles elle a beaucoup insisté, c'est de dire: on peut-tu, s'il vous plaît, avoir des Afghans pour jouer le rôle des Afghans? Elle dit: parce que nous autres, là, on n'a plus de pays, les artistes afghans, de ce temps-ci, chez nous, il ne se fait plus grand-chose comme film ou pièce de théâtre. On est en exil, on a de la misère à survivre et à financer nos projets. Fait que quand ça parle de nous, s'il vous plaît, ne nous imposez pas une triple peine. Là, et je dois le dire que
parmi la distribution de notre film, il y a des hommes, notamment le mari de Wajma Bahar, qui joue Zarmina, qui joue le rôle du beau-frère, lui, là-dedans. OK. Le beau-frère, c'est son mari dans la vie. Oui. Paiman OK. Aryan Far. Et celui qui joue le rôle de son mari, Sabour Sahak, c'est comme lui un comédien formé au Théâtre du Soleil de Nouchkine, comme Wajma. Et donc ces deux gars-là, moi je les ai vus dans une couple de films hollywoodiens qui se passent en Afghanistan. Et en général, ils leur font faire de la figure. Parce que les gros rôles, ils engagent des acteurs d'ailleurs, des acteurs iraniens, des acteurs ou pakistanais. Ils prennent des gens qui sont déjà des vedettes. Et donc du coup, autant Marie Vien que Valérie Dauteuil, notre productrice, on est rentré en mission. Et on s'est dit, on va trouver des Afghans. Et on a réussi, je te dirais, à 95%. Le petit 5%, c'est la petite, notre petite jeune. Parce qu'il y a beaucoup de figurants dans votre film, hein? Beaucoup de figurants afghans que j'ai trouvés, qu'on a trouvés à Chypre. Ah Et il y en avait là-bas, absolument. Mais tu sais, regarde, c'est malheureux, mais moi, j'ai de la famille en Europe, j'y vais régulièrement, en Europe du Sud aussi. Et une chose dont on se rend compte, c'est que il y a des réfugiés de partout, un peu partout. Voilà. Donc, tu peux trouver des réfugiés africains en Italie, en Espagne, en Turquie, en Grèce. Tu peux trouver des réfugiés afghans, des réfugiés sri-lankais. Et donc, voilà. Et j'en ai vu un peu partout. À Paris, d'ailleurs, c'est assez dramatique les conditions dans lesquelles ils vivent parce que tu as véritablement des camps entiers dans Paris, là, sous le métro aérien. Et que je me suis dit, Chypre, on est encore plus près de la source. Tu sais, on est là où les gens prennent les bateaux et essayent de fuir. Et donc, effectivement, on en a trouvé toute une communauté qui nous a... Il y a un plan, une scène, mais qui se résume à un plan, mais qui nous fait découvrir le pays dans lequel on voit des hommes s'en aller à la mosquée. Et à part 2 gars, tout le monde est afghan à l'écran. Ma fille, tu seras libre. C'est un film bouleversant qui interroge bien sûr la transmission, la condition des femmes, la possibilité ou non de briser le cycle de la violence. C'est un film qui assume, je dirais totalement, sa position politique. Sans que ça soit un film totalement engagé, il amène le spectateur à se questionner. Et moi, je pense à la première scène qui est très très forte, hein, où on voit une petite fille, je veux dire, déambuler dans un chemin de pierre, qui se retourne, parle à la caméra, qui regarde la caméra, et on entend une voix déchirante qui mentionne « Tu m'as vendu un vieux père, tu m'as vendu un vieux père, que Dieu détruise ta maison, j'ai été ta fille. » C'est quand même un engagement. Hein? C'est un engagement. Et non, on n'est pas avec le gros coup de marteau, en voulant dire voici comment il faut changer les mentalités. Mais il y a une prise de position dans ce film-là. Ben, oui, c'est sûr. On prend position dans la mesure où rêver à l'égalité des femmes et des hommes dans toutes les sociétés, malheureusement, c'est encore quelque chose qui relève de la politique. Parce que politiquement, des gens peuvent leur enlever leurs droits, les leur octroyer. Ça reste fragile. Alors oui, c'est la moitié de l'humanité. Et de savoir que la moitié de l'humanité est privée de ses droits les plus fondamentaux dans certains lieux, c'est révoltant. On est père de filles, on est fils de femmes, on est conjoint pour certains de femmes. Que faire ? On a des sœurs, on a des mères, on a des grands-mères, on a des filles. On ne peut pas se taire quand celles-ci sont réduites au silence et sont réduites à l'état de finalement de bien de possession. Donc ça, il faut en parler. Et il faut aussi, dans une certaine mesure, être capable de faire face aux histoires qui sont plus près de nous, qui se déroulent ici, chez nous, et de dire que quand quelqu'un arrive d'une société différente de la nôtre, des fois il arrive avec des drames, avec des casseroles, on pourrait même dire là, et ça, il faut, pour que ça s'arrête, pour mettre fin à cette espèce de cycle de l'enfermement et de la discrimination, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut donner la parole à ces femmes.
les écouter et prendre acte. Et je pense que les choses peuvent changer si on en parle. Parce que vous abordez de front un sujet dont on parle peu, le mariage forcé. Ouais. Et oui, ça peut se passer parce que, bon, on connaît un peu l'histoire de l'Afghanistan, puis on a déjà entendu parler un petit peu, je veux dire, de ces mariages forcés. De transposer ça dans un univers québécois, ça peut être surprenant, pour plusieurs. Oh, ça peut se passer ici. Ça, c'est au niveau du sujet, mais ce qui est aussi, pour moi, la plus grande qualité de votre film, c'est qu'il y a une certaine forme d'authenticité. On a parlé tantôt des comédiens afghans, mais je veux dire, vous réussissez à filmer leur quotidien avec une très, très grande authenticité que je retrouvais dans Montréal, la Blanche. Hein. Il y a comme ça un rapport au réel qui fait que ce sujet extrêmement dur, l'absence parfois de place de la femme dans la société, devient réel, devient vrai, et qu'on ne se pose même pas la question si ça existe ou ça n'existe pas. Le film nous prend, il nous happe et on le suit. Effectivement, alors ce souci d'authenticité, il a été présent dès lors qu'on a commencé à explorer les lieux dans lesquels on allait tourner, les types de décors qu'on allait y ajouter. Je dois dire que l'équipe s'est documentée d'une façon absolument remarquable. Notre conceptrice visuelle, qui s'occupe de la direction artistique et de l'ensemble des décors, a réuni une documentation mais absolument phénoménale de références, que ce soit de la vie des Afghans ici au Québec ou en Afghanistan, évidemment, à quoi ressemblaient les intérieurs, à quoi on a recours. Pour ça, on a pu compter sur un grand nombre d'amis afghans, d'alliés qui sont venus, qui nous ont prêté des vêtements, des instruments de cuisine. Parfois, évidemment, on a beaucoup acheté de choses, là, mais qui nous ont guidés dans ce qui, finalement, devait donner cette espèce de saut d'authenticité à l'écran et faire qu'on pouvait y croire. Et sans relâche, on avait notre Sarah Karimi qui était présente partout sur les décors afghans, mais en disant attention, oui, il y a ci, il y a ça, en corrigeant jusqu'au bout. Alors après, des fois, il arrive qu'on ait des licences artistiques, mais la licence artistique intervient quand, mettons, deux personnes habilitées à te dire que c'est vrai n'ont pas la même opinion. Donc là, tu dis, sais-tu, on va y aller avec ce qui va nous arranger. Mais tu sais, on a quand même beaucoup consulter, écouter pour pouvoir réussir à avoir ce résultat-là. Et j'ajoute à cela les décors. Tu sais, on est parti là-bas, on est parti en repérage à Chypre. On avait une espèce de petit cahier de décors afghans possibles là. Et on regardait, et puis à un moment donné, on s'est dit, ouais, là, ça se pourrait. Alors, il faut être un peu visionnaire, parce que tu sais, t'es en Méditerranée. Hein. Au départ, on devait aller en Turquie. Alors, la Turquie, moi je suis très attaché aux physionomies. La figuration, c'est important pour moi. Et que je ne pouvais pas tourner ça en Afrique du Nord, parce que les Afghans, on est en Asie, là. Tu sais, on est en Asie, c'est pas les mêmes physionomies. Et donc, mais par contre, au Moyen-Orient, on se rapproche un peu. Donc la Turquie, il y a quand même des influences asiatiques en Turquie. Les Turco-Mongols, etc. Dans le passé, tu lis beaucoup sur ce qui s'est passé sur les mouvements de population. Et je me disais qu'avec la figuration, ça pourrait coller. Sauf que ça marchait pas parce que la Turquie était trop près de zones de combat diverses et multiples. Et donc, c'est à Chypre qu'on a trouvé, c'est sur Chypre qu'on a jeté notre dévolu parce que d'une part, il y avait des facilités pour la production, des équipes de disponibles, et en fin de compte, les Chypriotes, ce sont des gens qui sont un peu moyen-orientaux. C'est pas juste des Européens grecs, mais il y a eu, à l'époque, c'était dans l'Empire ottoman, des mouvements de population qui venaient du Levant, de Syrie, peut-être même d'ailleurs dans l'Empire ottoman. Donc ça pouvait nous aider à évoquer une diversité de visages pour l'Afghanistan. Et à partir même les lieux, parce que j'ai jamais été en Afghanistan, mais lorsque on filmait les montagnes, on filmait la vallée et tout, je m'imaginais que ça pouvait finalement ressembler, l'Afghanistan pouvait ressembler à ces endroits-là. Ce passage vers les maisons, avec ce petit sentier de pierre. Il y a quelque chose qui appartient un peu à l'imaginaire qu'on peut avoir finalement de l'Afghanistan.
C'est tout à fait vrai. Et en fait, on a orienté un peu nos recherches. Alors, il y avait une boîte de prod chypriote qui nous a accueillis et qui nous a donc promené un peu partout pour qu'on voit des lieux. Mais déjà à l'époque où on pensait aller en Turquie, moi là, j'avais un petit peu orienté ce qu'on voulait, et je disais, est-ce qu'on peut me trouver des villages abandonnés ? Parce qu'un village abandonné, c'est des pierres et puis des murs un peu écroulés qui peuvent laisser penser qu'il y a peut-être eu un conflit, une guerre là-bas, ou une guerre plus ancienne. Donc c'est déjà... Alors à Chypre, évidemment, il y a eu la guerre de 74, et en République de Chypre, là, au sud, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre possession des logements des Chypriotes turcs qui sont partis au nord. Et donc, ça crée quelques villages fantômes là-bas, qui sont protégés, où les gens ne peuvent pas s'installer. Et ça a été un peu une base. Et évidemment, alors bon, moi je suis parti là-bas en opéra, j'avais donc Yola Van Leeuwenkamp, la conceptrice visuelle, il y a eu Claudine Sauvé, la directrice photo, qui était présente et qui, avec son regard de directrice de la photographie, a vu, tiens, là, on a de quoi évoquer ce type de paysage. Alors, efface un petit poteau électrique par là, rajoute une montagne en background en 3D. Bonjour Marc Hall, responsable des effets spéciaux. Et on a pu recréer un Afghanistan comme ça, avec évidemment des vêtements, des accessoires qui ont tous été fabriqués finalement ou importés de telle sorte que l'illusion puisse fonctionner. Mais on avait décidé qu'il y aurait un petit magasin qui vendrait des cacahuètes, celui-ci qui vend du thé, juste pouvoir réussir à évoquer de façon assez limitée, évidemment, on n'avait pas les moyens d'un film hollywoodien, mais juste pour que dans le cadre, ça soit cohérent. Et l'une des plus belles scènes, je trouve celle de la boulangerie, c'est impressionnant parce qu'on est dans une boulangerie. Alors on a étudié des photos, on a étudié des boulangeries, on a eu des documents là. Puis la boulangerie a eu plusieurs formes d'ailleurs, parce qu'à une époque, on aurait aimé ça, que cette boulangerie ait des espèces de pains qui pendent dehors. Et là, on s'est fait dire, ah bah non, ça marche pas. Ça c'est en ville. À la campagne, c'est un four. Les madames font le pain chez elles et vont le faire cuire au four. Il n'y a pas de pain qui est accroché dehors. Si tu vas acheter ton pain, c'est que tu n'es pas capable de nourrir ta famille. Donc c'est des subtilités. Ça allait jusque-là, ce qu'on a appris. Tu as mentionné le nom de Claudine Sauvé. Oui, il y a un scénario qui est très, très fort, mais il y a aussi, je veux dire, une création au niveau de l'image. Parce que c'est un film qui est dur, il ne faut pas se le cacher. C'est un film qui, certaines scènes, je veux dire, peut amener les gens à verser quelques larmes, surtout vers la fin. Et j'ai eu l'impression que vous avez comme voulu compenser cette dureté par des couleurs un peu plus chaudes. À certains moments, même si l'intérieur est parfois un peu sombre, on sent, je veux dire, qu'il y a des couleurs ocre, un certain jaune, présence du bleu, mais je veux dire, vraiment marqué. Hein? Parfois, je veux dire, il y a un cadre dans un cadre où là, je veux dire, la personnage est complètement bleu puis entouré par les couleurs ocre plus jaunâtres. Donc, il y avait vraiment là une volonté chez toi et avec Claudine de se servir de l'éclairage pour arriver à transposer l'univers intérieur de vos personnages? Bah, tout à fait, c'est-à-dire que ça, la maestria de Claudine Sauvé est plus approuvée, et il y a une chose, un mot d'ordre qu'on s'est donné, et parfois c'est pas facile de s'y maintenir, mais c'est nécessaire, c'est de se dire on voulait mettre de la poésie là-dedans. Et donc quand on a le talent qu'elle a et la connaissance des outils, on s'exprime, on fait de la peinture comme elle l'a fait à l'écran, que ce soit dans certaines couleurs plus chaudes, dans certaines ambiances, dans la lumière est presque spirituelle à certains égards, et va refléter. Alors c'est autant la lumière, le cadrage que le décor aussi qui va refléter ce que le personnage ressent à ce moment-là. Et le bleu, c'était un peu notre guide assez rapidement. Tout le monde avait ça, que ce soit à la photo, que ce soit au décor, que ce soit au costume. On appelait ça le bleu burqa. Dès lors que Zarmina était dans un moment de stress, dans un moment de tension, dans un moment où elle se sentait attaquée, il fallait cette présence du bleu qui lui rappelle
l'enfermement, qui lui rappelle la menace contre les femmes. C'est difficile d'écrire à la radio totalement une scène, mais il y a un moment où on est en Afghanistan, parce qu'elle veut mettre fin au Pâques, ils s'en vont voir la famille, on ne sait pas trop comment qu'on va leur dire, et là il y a une scène à l'extérieur où toute la famille est réunie, et il y a Zarmina qui est, je veux dire, cadrée en plan assez large, derrière des barreaux, avec des barreaux bleus. Absolument. Et là, pour moi, le film est là. Le film est là. On veut laisser un peu suspense parce qu'il y a un drame qui va se produire, mais en une image, on venait de résumer finalement la vie de Zarmina. C'est drôle que vous disiez ça, c'est parce que les barreaux bleus de la porte d'entrée, finalement, parce que nous, on est à Chypre, là, puis on cherche une maison qui peut faire maison afghane. T'sais. Donc on en a trouvé une qui pouvait ressembler, et à un moment donné, on allume sur le fait que, hey, coudon, le portail, pas très impressionnant, là. C'est-à-dire que dans un pays, dans une société où on enferme les femmes, où les femmes n'ont pas le droit de circuler librement, même si on est dans une famille plus libérale, et il y a une époque qui précède le retour des talibans, reste que, normalement, il faut que tout ça soit assez étanche, on va dire. Et donc, il faut mettre des barreaux là-dessus. Quelle couleur ? Bleu, évidemment. Voilà. Il y a également dans le travail de Claudine une volonté de filmer les visages. Oui. Hein? Parce qu'on est souvent presque de façon un peu contre-intuitive dans votre film. Il y a certains plans qui devraient être éloignés, mais finalement on est près d'eux et vous jouez beaucoup sur ces différentes échelles de plans. Et je ne sais pas comment Claudine elle a fait dans ce cas ici, mais ces visages, ils remplissent mais totalement l'écran, comme s'il y avait un faux plat, un aplat à l'écran. Alors oui, effectivement, ça c'est une de ces trouvailles, des nombreuses là-dedans. Déjà, les visages et les textures, il y a eu un travail magnifique qu'elle a fait avec sa coloriste, Vicky, elles ont véritablement travaillé comme des orfèvres pour que la qualité de l'image s'en ressente, et c'est émouvant de voir ça. Quant aux visages qui sont en très très gros plan, on se parlait souvent dans la préparation, je disais j'aimerais ça qu'on soit dans leur bulle quand ça va mal. Puis elle a trouvé cette solution qui venait de ce qu'on appelle des dioptries, donc qui nous permettent de nous rapprocher, n'est-ce pas, d'un visage, d'avoir un visage de très près au foyer. Et il y avait divers grades de dioptries qui permettaient de jouer et d'être finalement, d'avoir l'impression de sonder l'âme des personnages. Et utilisé avec parcimonie, mais au bon endroit, ça nous marque parce qu'on est dedans, parce qu'on fait un avec cette espèce de quête, avec cette espèce de pression qui est ressentie, de cocotte-minute là, que vivent les personnages. Antoine me fait signe qu'il ne reste pas beaucoup de temps. 3 minutes. Moi, je vais parler du montage. Parce qu'il y avait quelques pièges dans votre film. Hein? Ouais. Parce qu'on part de l'Afghanistan, on s'en vient au Québec, avec finalement les mêmes problématiques. Et là, on est dans certaines formes de flashbacks perpétuels. Est-ce que ça, c'était déjà l'écriture du scénario ou c'est plutôt au montage que là, vous avez dû retravailler finalement le scénario pour que ça devienne fluide? Parce qu'il y a un danger parfois à faire flashback pour un flashback, c'est que ça devient trop prévisible. Et comment réussir à intégrer le tout pour que ça soit finalement la même histoire, le même récit, que ce soit la même transmission finalement de la pensée. C'est un piège. C'est sûr, et je vous dirais qu'on a bénéficié du concours de 2 monteurs d'exception, Richard Como puis Yvan Thibaudot. Et puis le scénario effectivement était construit déjà avec ces espèces d'aller-retour où il y avait comme 2 lignes de temps. Donc la ligne de temps présent de Zarmina qui se fait arrêter puis qui s'en va en prison, etc. Et la ligne de temps du passé de sa vente et jusqu'à ce que finalement les 2 lignes se rejoignent quand quelque chose d'assez grave arrive et qu'on poursuive jusqu'à la fin. Il a fallu... L'un des monteurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a finalement plongé dans la matière et résumé certaines séquences pour y amener de la poésie et de la musique. Tandis que l'autre, ce qu'il a fait pour compléter, c'est aller chercher des petits éléments
disruptif, je dirais, surprenant, qui venait ponctuer le récit et avec leurs deux efforts conjugués, leur sens du récit autant que de la poésie et de l'émotion, on est arrivé au résultat qu'on a. Il a fallu faire de la recherche, des allers-retours, jouer avec certains blocs, mais je suis satisfait que tous les blocs nécessaires à la compréhension et à l'invention du film ont fini par trouver leur place. Mais ça a été, il y a une dimension recherche qui a été assez longue et je dois dire que j'avais deux virtuoses avec moi. Oui, parce que tantôt on a commencé avec l'idée de la tragédie grecque. C'est vraiment, le film est monté, je veux dire, en 3 segments. Parce que la première partie, en fait, qui est toute la véracité du drame, c'est 27 minutes. Et lorsqu'on arrive dans la deuxième partie, c'est la présentation des enfants. Ouais. Jusqu'à notre dernier drame, qui est la 3e partie. Mais on est dans une structure tragique. Tout à fait. Et on s'est battu avec la matière. Richard était celui qui s'est battu avec la matière pour trouver finalement une structure qui faisait sens. Et Ivan est arrivé plus tard pour une forme de peaufinage et rentrer une dimension parfois subjective, voilà, des personnages. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu. Bachir Ben Sadek, c'était le temps qu'on avait, hein? Antoine, je n'ai pas de minute de plus. Il me dit non. On vous invite bien sûr à aller voir Ma fille, tu seras libre, qui a pris l'affiche la semaine dernière. Longue vie au film. C'est un film nécessaire. C'est un film dont on parle peu et qui nous amène bien sûr à réfléchir à des questions majeures et il faut voir la dernière image. Hein? On ne l'a pas dit, je l'ai gardé, mais ça dit tout. Hein? Parce qu'effectivement, en 2010, il y a une femme poète qui s'est immolée pour les mêmes raisons. Et ça aurait pu se faire peut-être même au Québec. Et donc, merci pour ce film. Merci pour l'invitation et merci au public d'aller voir le film en salle. Ils sont déjà au rendez-vous, continuez de venir. Il faut aller en salle. Et on vous rappelle bien sûr que aussi Sophie Bédard-Marcotte, hein, qui présente son documentaire depuis hier en salle. Puis il annonce la pluie en fin de semaine. Donc profitez-en. Je veux dire, pour aller voir plusieurs films. On a besoin d'encourager le cinéma québécois. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Hein, toujours 1 heure de cinéma à Derrière l'image. Merci Antoine à la régie et bon cinéma. Au revoir, merci.